Merci beaucoup pour cette introduction et merci de nous accueillir au colloque du C2RL. Donc, je vais vous présenter assez brièvement voilà, le créative et son entrée dans la recherche avant de laisser la parole à ma collègue, le docteur Maréchal, qui vous parlera de son travail sur effectivement les différentes dimensions associées dans le paradoxe de l'insight et la qualité de vie. Donc le Créatif, c'est un hôpital de jour intersectoriel qui s'est orienté dans les soins orientés rétablissement, enfin vers la réhabilitation psychosociale dans les années 2010 au travers d'une formation collective de toute l'équipe. Et c'est ainsi que on a décidé de changer de nom pour être un petit peu plus transparent sur les techniques qu'on proposait pour s'appeler effectivement le Créatif, le Centre de réhabilitation d'activités thérapeutiques intersectorielles de la Vienne. On est rentré dans la recherche, Caroline Gauthier en a parlé au travers du PHRC Remède Réhab, proposé par le professeur Franck de Lyon, qui évaluait effectivement l'impact d'un programme de remédiation cognitive qui s'appelle RECOS sur le temps de travail des personnes en ESAT. C'est un petit peu à partir de cette étude que vraiment toute l'équipe s'est fédérée autour de la recherche. Puisque Caroline l'a très bien dit, les apports pour les équipes, quand on participe à une recherche, certes ça peut avoir un côté un peu fastidieux, mais surtout ça nous permet de récupérer des outils et puis de fédérer, de créer une forme d'intelligence collective autour de ces recherches, et puis surtout ça apporte beaucoup de rigueur, je trouve, notamment en termes d'évaluation. À Créative maintenant, il n'y a plus de questions autour de l'évaluation. Est-ce que ça s'applique pour des patients de psychiatrie, etc. Ça paraît logique pour tout le monde qu'on a à évaluer pour démontrer l'efficacité des outils qu'on propose. Donc ensuite, on a participé à une recherche plutôt locale sur des programmes de remédiation que vous connaissez peut-être aussi, qui s'appellent Métacognitive Thérapie et Tom Remède. C'était l'impact sur le tracé à l'électroencéphalogramme. Et puis en 2017, dans le cadre donc de la coopération avec le C2RL, on a participé à la réhabase. Je vais un petit peu développer par la suite puisque c'est ces données-là qui nous intéressent. En 2019, on a collaboré avec le docteur Dubroc sur le programme NECT et l'autostigmatisation, avec le docteur Amado de Sainte-Anne sur l'étude de Planirêve. Là, pour le coup, c'est la réalité virtuelle en termes de remédiation cognitive, des fonctions exécutives et de la mémoire et de l'attention visio-spatiale. Là aussi, après, une fois qu'on a participé à la recherche, on garde l'outil. Donc du coup, en dehors du protocole, on peut continuer à utiliser l'outil, qui a été retravaillé d'ailleurs par l'équipe infirmière. En 2020, donc, on a mis en place une étude pour le coup sur l'évaluation. C'est une étude qui s'appelle IEVAIKOSKI, l'évaluation en milieu écologique. Et puis dernièrement, c'est l'étude Rétaforme sur les pratiques orientées de rétablissement. On a des internes aussi qui viennent régulièrement sur la structure pour faire leur thèse à partir des données de la réhabase ou pas forcément. Là, en ce moment, on a une interne qui travaille sur le trouble de la personnalité borderline qui cherche à évaluer donc, un programme qui s'appelle Éclore et à démontrer l'efficacité de ce programme. Donc le docteur Legros-Lafarge vous a parlé de la réhabase, qui est donc la cohorte nationale des centres référents et les centres de proximité en réhabilitation psychosociale. Ça a été créé par le Centre Ressources de Lyon en 2015 et ça vise finalement à alimenter une base de données, une base informatisée pour alimenter des projets de recherche, mais surtout à démontrer finalement l'efficacité des techniques qu'on propose et améliorer la qualité des soins. Donc on a dit, il y a maintenant plus d'une trentaine de centres qui collaborent à la réhabase. Les centres historiques, en 2015, donc c'était Lyon, Grenoble et Saint-Étienne. Et puis ça a été rejoint par les centres de la Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux, Limoges et Poitiers. On a à peu près une base de données de 8000 inclusions, c'est une énorme base de données.
Alors qu'est-ce qu'on collecte finalement dans la réabase, un petit peu le détail pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc participer à la réabase, c'est proposer à toutes les personnes qui rentrent sur un centre de réhabilitation psychosociale. Ils sont tout à fait à même d'accepter ou de refuser, mais dans la grande majorité des cas, les usagers, ils acceptent. Et donc on va collecter les données sociodémographiques au travers de l'entretien médical, des échelles également telles que la GAF, la CGI, parfois la PANS, on fait passer aussi la GAT7 et la PHQ9 pour ceux qui connaissent. Le bilan de vie quotidienne qui est fait par les infirmiers ou l'ergothérapeute collecte également des données, et puis il y a les auto-questionnaires sur l'estime de soi, on en a parlé ce matin, l'autostigmatisation, le stade de rétablissement, le bien-être mental, voilà, l'adhésion au traitement, la qualité de vie. Et puis ça va être également les données du bilan neuropsychologique, aussi bien les données en mémoire, attention, fonction exécutive que cognition sociale. Donc ça, c'est les données collectées à T1, et tout au long du parcours, on va également collecter des données, puisque en général, on fait toujours un point de prise en charge aux alentours d'1 an de prise en charge. Là, à nouveau, les autoquestionnaires vont pouvoir être remplis, les données sociodémographiques et médicales qui vont être réactualisées. Et puis, il va y avoir toutes les données qui concernent la prise en charge, qui sont également collectées, et puis on va collecter aussi les données de fin de prise en charge. Et c'est à partir de toutes ces données, effectivement, que le docteur Maréchal va pouvoir vous présenter son travail, et je vais lui laisser la parole. Merci. Alors, donc merci pour cette introduction, Nathalie. Moi, je vais vous présenter effectivement une recherche qu'on a menée dans les suites de ma thèse d'interne sur le paradoxe de l'insight et les facteurs de médiation entre qualité de vie et insight. Donc, comme je vous disais, suite à une réflexion sur mon travail de thèse, où moi j'avais évalué donc, le lien entre qualité de vie et insight chez les patients souffrant de schizophrénie et de troubles apparentés, parce que le paradoxe de l'insight, c'est le fait que chez les groupes avec un bon insight, on a tendance à avoir une moindre qualité de vie, ce qui est assez contre-intuitif dans les groupes de patients avec une pathologie chronique. On observe surtout ça en lien avec la schizophrénie. Et donc la question c'était, est-ce qu'on retrouvait effectivement ce même paradoxe dans la cohorte de la réabase, et quels étaient éventuellement les facteurs de modération qui pouvaient intervenir. Et donc moi je m'étais centrée sur l'estime de soi et l'autostigmatisation. Donc ça, on en a parlé. Et donc oui, effectivement, parce que ce sont deux dimensions qui sont très importantes dans le soin sur les pathologies chroniques. D'une part, la conscience des troubles, qui va améliorer tout un tas d'autres indicateurs qui sont importants pour les usagers, et la question de la qualité de vie, qui est absolument centrale dès qu'on parle de pathologie chronique. Donc la population de ma thèse, c'était les patients suivis sur le créative et dont les données étaient intégrées dans la réabase, sur donc des patients âgés de 18 à 65 ans et souffrant, donc, comme je l'ai dit, de schizophrénie ou de troubles schizoaffectifs. Donc on allait regarder, on a utilisé les mêmes outils que la réabase. Donc pour la qualité de vie, elle a été estimée avec la SCOL 18, l'insight avec l'échelle de Birchwood, l'estime de soi à la CERS, dont on a déjà parlé aujourd'hui, et la question aussi de l'autostigmatisation avec l'échelle ISME. Bon, je vous fais un peu grâce de la technique. Ce qui a pu ressortir de ce travail de thèse, c'est qu'on retrouvait effectivement bien un lien entre qualité de vie et insight, mais on ne pouvait pas confirmer ce lien au-delà d'une association simple sur des modèles statistiques que j'avais utilisés, donc de la régression linéaire, et qui avait bien une corrélation entre estime de soi et qualité de vie totale. Donc il y a eu un questionnement par rapport à ces résultats. Est-ce que l'échantillon était trop petit? Est-ce que la répartition statistique était différente? Ou est-ce qu'il y avait des caractéristiques spécifiques de cette population étudiée qui ont fait qu'on a eu des résultats un petit peu... des résultats un petit peu éparses. Et donc est venue l'idée d'approfondir ce travail en prenant en compte donc, les patients suivis dans tous les autres centres de réhabilitation psychosociale et d'envisager d'autres modèles statistiques. Et on en vient donc à l'article qui a été publié sur le fonctionnement, la sévérité clinique, l'éducation et le sexe qui modère la relation inverse entre insight et qualité de vie chez les patients avec schizophrénie. Hop.
Donc l'idée de ce travail, c'était surtout d'aller regarder qu'est-ce qui altérait, positivement ou négativement, cette relation entre qualité de vie et insight. Donc on a sélectionné plusieurs caractéristiques cliniques et socio-démographiques, donc sur plutôt un consensus. Donc on s'est centré sur 6 variables différentes, donc l'âge, le sexe, l'éducation, le fonctionnement global, la sévérité clinique et la durée d'évolution. Donc ça, on a parlé un peu de la réabase. Au final, on a inclus donc des patients, des usagers entre janvier 2016 et décembre 2022, ce qui fait qu'on a pu inclure les données de 769 patients. Donc on a sélectionné 6 facteurs de modération, mais on est allé regarder plusieurs autres éléments, donc sur le fait d'être en relation sentimentale, le niveau d'études, le fait d'être bénéficiaire de la QTH, la notion de marginalisation, etc. Et on en est venu à sélectionner de façon assez arbitraire ces 6 facteurs de modération initiale. Au niveau de la méthodologie, on a utilisé l'estimation de la différence des scores moyens de qualité de vie entre patients avec bon insight et insight pauvre, et des modèles de structure marginale pour évaluer l'impact concernant les dimensions d'intérêt, donc les 6 variables que j'ai évoquées, avec la relation entre insight et qualité de vie. Bon, ça c'est pareil, on est sur des... sur des paramètres, l'utilisation de certaines façons de voir les choses au niveau méthodologique, sur le maximum de vraisemblance estimée, pour optimiser un peu le compromis entre les biais et la variance dans l'effet de l'insight et de la qualité de vie. Donc c'est pour des raisons de robustesse et l'usage de machine learning, donc de techniques d'apprentissage automatique. Donc au niveau de la population, donc je vous l'ai dit, on avait 769 participants, 403 qui étaient considérés sur un bon insight, donc c'est pour à l'échelle de Hirschwood, on peut qualifier quelqu'un avec un score 9 et supérieur de patient avec un bon insight et tout ce qui est en dessous de mauvais insight, donc c'est comme ça qu'on a déterminé nos groupes. Donc 403 avec bon insight et 366 avec un insight qualifié de pauvre, un âge moyen de 32 ans et seulement 25% de femmes. On retrouvait déjà sur les analyses non ajustées, donc le fait de même pas aller regarder si, en modulant un petit peu nos résultats en fonction justement des caractéristiques socio-démographiques qu'on avait ou non en association, et on l'a retrouvé déjà à ce moment-là, entre la qualité de vie chez les patients avec un bon insight et la diminution de la qualité de vie. Et c'était particulièrement vrai donc, pour le score total, l'autonomie, le bien-être physique et psychique, et l'estime de soi, qui sont des sous-dimensions donc, à la SCOL 18. Donc sur notre analyse principale, on a vu des différences de score moyen avec une diminution de 3 points du score total de la qualité de vie, 4 points pour l'autonomie, 8,14 pour le bien-être physique et 3,8 pour le bien-être psychique et une diminution de 9 points à l'estime de soi. Ce qu'on retrouve donc sur nos dimensions d'intérêt, c'est qu'il y avait une association significative avec l'éducation comme facteur de modération, du fonctionnement global et de la sévérité clinique de la relation entre insight et qualité de vie. Donc par exemple, sur le groupe avec un bon insight, quand il y avait un haut niveau d'études, il y avait un impact qui était diminué. Je vous fais un peu grâce des chiffres. Donc nos résultats ont permis de confirmer cette question du paradoxe de l'insight, spécifiquement concernant l'autonomie, le bien-être physique et psychique et l'estime de soi, donc ce qui était cohérent avec la littérature, et sans qu'on retrouve d'association significative avec les autres dimensions, notamment la résilience et les relations à autrui. Et donc ce qui est ressorti de façon le plus saillant, c'était effectivement l'interaction avec le niveau d'éducation, le fonctionnement et la sévérité clinique, et avec une petite nuance concernant le sexe. Donc ce qui était ressorti au niveau du fonctionnement, c'est que quand on avait un haut niveau, ça permettait d'améliorer cette relation entre insight et qualité de vie. C'est-à-dire que le fait d'avoir un bon niveau de fonctionnement venait affaiblir cette relation inverse entre insight et qualité de vie. Alors, on a pu émettre plusieurs hypothèses, donc via l'amélioration de l'intégration sociale en diminuant l'autostigmatisation et la discrimination, ou l'amélioration de l'autonomie et du bien-être. Au niveau de l'éducation, on retrouvait un effet similaire d'un haut niveau d'éducation qui diminuait donc la force de l'association entre insight et qualité de vie, du fait que quand il y a un niveau d'éducation, potentiellement on a un fonctionnement prémorbide qui est meilleur et des ressources additionnelles, notamment autour de la résilience, de l'autonomie ou des supports sociaux.
Et pour la sévérité, on allait retrouver quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'il y avait dans la littérature, mais qui pourrait s'expliquer par les différences de caractéristiques cliniques donc, dans la revue, parce que dans ce qu'on retrouve dans la littérature, il y avait plus de symptômes chez les personnes avec moins bon insight. Et je me suis perdue dans mon diapo. Voilà. Et sur la donnée un petit peu spécifique concernant le sexe, on a retrouvé que l'insight avait un effet moindre sur l'estime de soi chez les femmes que les hommes, ce qui était, pour ma part en tout cas, plutôt contre-intuitif, puisque on retrouve dans toute catégorie sociale et groupe d'âge confondus, les femmes ont en général une moins bonne estime de soi. Et donc on a observé une amélioration plus importante chez les femmes de plusieurs critères cliniques et psychologiques au décours de la pathologie, ce qui nous a questionné sur cet effet-là, et sur le fait qu'il y aurait éventuellement ce qu'on a catégorisé comme étant un surcoût masculin associé à la question des représentations de genre. Donc sur des atteintes culturelles, sur le fait que on décrit les hommes comme étant plus déminants, avec une recherche de pouvoir, de statut, et une restriction émotionnelle. Donc, les hommes s'identifieraient moins aux caractéristiques de rôle masculin traditionnel que les femmes au rôle féminin classique dans nos populations. Et donc, ce qui nous amène à questionner sur le fait, l'utilité en pratique clinique de ce travail. Comment on accompagne des patients, des usagers, avec ces différences éventuelles de représentation, et donc c'est toujours en questionnement, mais comment on met en place des groupes d'estime de soi en prenant en considération ces éléments de recherche. Bon, on a quelques limites à ce travail sur le fait qu'on était sur de l'insight clinique mais pas de l'insight cognitif, donc ça c'était des choix en lien avec la réabase. Le fait que, aussi, on a fait une analyse transversale, c'est-à-dire qu'on a pris une photo d'un instant T pour évaluer ces dimensions-là. Et donc, on ne sait pas si notre photo, elle est vraie à tout instant. Est-ce que ces associations-là, elles restent les mêmes, ou est-ce qu'elles sont modulées par d'autres éléments, et ce sera peut-être l'occasion d'un nouveau travail de collaboration avec le Vinatier. Et la question aussi de l'extrapolation, donc des résultats des personnes qui ne sont pas prises en charge en centre de réhabilitation psychosociale, en particulier concernant le fonctionnement. Voilà. Donc, en conclusion, le paradoxe de l'insight, il va surtout concerner des sous-dimensions spécifiques, donc l'autonomie, l'estime de soi, le bien-être physique et psychique. Et cette relation, elle va varier en fonction de différentes caractéristiques sociodémographiques et cliniques, avec un effet négatif de l'insight sur la qualité de vie qui est d'autant plus fort chez les personnes qui ont un faible niveau de fonctionnement, d'éducation, un niveau de sévérité important et de sexe masculin. Je vous remercie de votre attention.